Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Élise Fabing, avocate spécialisée dans la lutte contre le harcèlement moral et sexuel dans l'entreprise. Également autrice d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions des Arènes et intitulé « Ça commence avec la boule au ventre ». Bonjour Élise Fabing. Alors Bonjour, c'est vrai Annie. que le livre commence par cette histoire d'Isabelle, surdiplômée, je crois qu'elle Oui, elle est polytechnicienne X, énarque. Voilà. Et ce cas vous marque parce qu'elle arrive dans votre cabinet, elle est déjà au bout du rouleau. Détruite, hôpital psychiatrique. Alors, elle n'y est pas encore quand je la reçois, mais elle va y aller au cours de l'histoire et de la négociation de départ. Et ce cas me marque profondément parce que déjà, je suis jeune avocate à l'époque Ouais. et que, en fait, cette relation de travail toxique l'a complètement détruite. Elle a ensuite divorcé, perdu la garde de ses enfants. Et je me suis toujours demandé comment une femme de cette stature pouvait être brisée à ce point par un manager toxique. Mhm. Et ça vous révèle ces problématiques qu'il y a dans l'entreprise qui sont de plus en plus prégnantes. J'étais déjà un peu au courant parce que Ouais. j'exerçais depuis quelques années, mais là, vraiment, ça m'a frappée. Et puis, il y a une histoire, évidemment, de projection. Oui. Et j'ai eu envie de défendre les femmes. Alors, Ouais. les salariés, j'avais déjà envie depuis le début de ma carrière, et particulièrement les femmes après ce dossier. Alors, ce livre, c'est en fait des témoignages, de la manière dont vous avez défendu Yasmine, Emmanuel, Noémie, etc. Toutes ces femmes qui sont plutôt, alors sauf Yasmine qui est dans un salon De beauté. de Oui. massage et de beauté, mais elles sont plutôt très bien diplômées. Mhm. Comment vous expliquez le fait qu'elles n'arrivent chez vous qu'à la fin, quoi? Alors que vous dites que les hommes, eux, ils viennent vous voir, ils anticipent les problèmes. Je pense que nous, les femmes, on a été éduquées à s'occuper des autres. Le care. Le care, exactement, le care féminin. Et on a aussi ce syndrome de la bonne élève. Oui, c'est Donc vrai. on doit toujours en faire plus pour mériter notre place. Et quand on est ultra diplômé et qu'on a un super job, on se sent déjà hyper reconnaissante. Oui. Ce qui est moins le cas des hommes. Mhm. Enfin, ça, c'est mes statistiques personnelles. C'est empirique. Et donc, une femme, en fait, elle va, avant de venir consulter une avocate et de s'occuper d'elle et de sa défense, elle va se remettre en question, se dire que c'est de sa faute, et elle va avoir du mal à comprendre que c'est systémique, Ouais. ce qui lui arrive. Et vous le dites dans le livre, vous prenez des études de l'Organisation internationale du travail qui montrent qu'elles sont victimes très majoritairement du harcèlement, et pourtant 4% seulement d'entre elles au niveau mondial déposent plainte. Oui, alors le pénal, c'est vrai que c'est une justice compliquée, qui fonctionne pas forcément super bien pour les cas de harcèlement et de discrimination sexiste. Moi, je fais du pénal du travail, mais je fais aussi surtout du civil, Ouais. parce que c'est là qu'on peut obtenir réparation et une solution à leur problématique qui va être de quitter l'entreprise. Mhm. Parce que ces victimes-là, elles sont en poste et elles ne peuvent pas démissionner sinon elles n'ont pas les indemnités France Travail. Mhm. Donc elles se retrouvent dans une situation bloquée et c'est souvent la double peine pour elles, elles sont à la fois victimes et on doit en plus négocier leur départ et elles doivent s'imposer un nouveau challenge professionnel et rebondir. C'est une peine aussi pour vous, parce que vous vous définissez aussi, hélas, comme une vendeuse de silence, parce qu'évidemment, il y a de l'argent dans les transactions Évidemment. pour ces victimes, mais il n'y a pas de coupable Il n'y a pas de devant la coupable. justice. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de décision. Et mes Il n'y a clientes, même pas de décision, c'est-à-dire que l'entreprise va même pas écarter le harceleur. souvent, elle ne le fait pas. J'ai une entreprise dans laquelle j'ai eu 4 dossiers de harcèlement sexuel qui se sont suivis. De la même personne. De la même personne. À chaque fois, mes clientes sont parties avec une transaction et un joli chèque, mais il est toujours en train de se pavaner sur LinkedIn. Et ça me met vraiment en colère. Et ce livre, il est presque thérapeutique pour moi, parce que dans le cadre de mon métier, je suis une marchande de silence. Et je ne fais pas avancer la jurisprudence. Non. On ne porte pas les cas en justice. Après, quand je défends une cliente, je ne défends pas la cause des femmes. Non, je défends cette d'abord cliente. la cliente. Et son intérêt, étant donné qu'on a une justice sociale qui dysfonctionne, c'est de transiger. Mhm. Et ça, c'est malheureux. Mhm. Et les condamnations ne sont même pas dissuasives pour les entreprises qui seraient condamnées à un harcèlement moral ou sexuel. La condamnation moyenne pour un harcèlement moral en France en 2019, c'est la seule statistique qui existe, c'est 7 100 €. Ah oui. Mhm. Ça ne fait peur à aucune entreprise. Mais par exemple, cet harceleur Mm. que vous connaissez, qui est responsable de 4 cas,
Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une déclaration de justice qui doit se faire est-ce qu'il y a un dysfonctionnement à ce point de la justice pour que tout se règle en fait à coup de chèque de l'entreprise, pas du harceleur? Bien sûr, de l'entreprise et pas du harceleur. En fait, l'entreprise, et c'est là, je trouve, qu'on voit si l'entreprise est réellement engagée Ah oui. dans l'égalité femmes-hommes, c'est comment elle gère un problème, Ouais. ce type de problème. Parce que toutes ces entreprises qui sont dans mon livre sont souvent labellisées B Corp, vous savez, les Great Place to Work. Ouais, la meilleure place à Voilà, vivre. c'est super. Et en fait, la réalité... Et en fait, la réalité, c'est que quand il y a une dénonciation de fait de harcèlement moral ou sexuel, c'est là que ça grippe. Et on choisit souvent le manager bankable versus la victime. Même si elle est bankable, elle est souvent considérée comme moins bankable, parce qu'en plus, elle est fragilisée, elle est souvent en arrêt maladie. Oui. Donc, on va favoriser le harceleur. Pourtant, vous dites que la jurisprudence en droit social est claire, elle parle de violence économique. Enfin, les termes sont forts quand même. Et à un moment, on se dit, il y a un truc qui ne va pas là. Si l'entreprise se contente de payer et le harceleur continue à harceler... Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, moi, j'ai un prisme particulier. On ne m'appelle pas quand ça va bien. Oui. Donc forcément, je ne vois que le pire. Mais effectivement, il y a un problème d'effet dissuasif de la justice, parce que, et c'est quelque chose qui me rend vraiment très malheureuse, c'est qu'une entreprise va avoir plus peur pour son risque réputationnel, sa marque employeur, que de la justice. C'est ce que vous dites. Vous dites Oui. Sur certains dossiers, vous avez menacé de faire appel à la presse. Bien sûr. Et là, tout à coup, ça va plus vite. Ah bah oui, quand je fais un post Instagram, ça fonctionne mieux parfois qu'une requête. Ouais. Et là, j'insiste sur les failles de la justice. Vous dites aussi dans ce livre qu'avant, on avait 2 ans pour déposer plainte pour harcèlement. C'est ça. Après, un an. Et il y a des projets... 2 mois. 2 mois. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que 2 mois, on se fait licencier, c'est pour contester le licenciement. 2 mois, on est, pour certains, encore en préavis. C'est-à-dire qu'on est encore dans l'entreprise et il faut déjà avoir saisi. Et une victime, elle met quand même du temps à venir voir un avocat. Elle est cassée. Elle est cassée, elle est en arrêt maladie, elle a besoin de temps pour réfléchir, pour analyser, pour se dire qu'en fait, c'est pas juste. Il y a une phase de déni, puis ensuite seulement vient la colère et la reconstruction. Et c'est dans cette phase-là qu'elles vont contacter un avocat, les victimes. Donc c'est un peu contradictoire de se dire qu'on a un gouvernement ou un État féministe et en même temps de réduire les droits, quoi. Ah moi je suis extrêmement déçue par notre gouvernement sur ces volets-là, parce que y a une vraie casse sociale côté salarié. Et les plus précaires dans le monde du travail, ce sont les femmes. Et on n'a rien pour les protéger. Actuellement, on a eu des effets d'annonce. Évidemment, pour les femmes, la définition du harcèlement sexuel a évolué. On y a intégré l'ambiance sexiste et sexuelle. C'est une bonne chose symboliquement, mais ça ne change rien à l'indemnisation des victimes, à comment la justice les traite. Et ça, c'est un vrai problème. Et on vous voit dans ce livre, vous ramez quand même pour avoir des éléments à charge auprès de la victime, des preuves. Bien sûr, le nerf de la guerre de mon métier, c'est évidemment la preuve. Et sur un harcèlement sexuel, allez-y, récoltez des preuves. Comment on prouve une main aux fesses dans l'ascenseur ? C'est difficile. Donc, on lance des alertes, on suscite les cris. Maintenant, on utilise des enregistrements qui sont recevables au civil, et ça, c'est une très bonne chose. Alors, les enregistrements illicites, c'est-à-dire que mes clientes, elles vont enregistrer leur harcèlement c'est sexuel. recevable maintenant comme preuve. Si on n'a pas prévenu la personne qu'on était en train d'enregistrer, ça devient recevable. Ça devient uniquement recevable. Sur ces cas d'harcèlement ou... Alors, il faut que le but soit légitime et proportionné. Mais c'est tout à fait recevable au civil. Et la grosse menace des entreprises sur des dénonciations de faits de harcèlement, c'est la diffamation. C'est attaquer mes clientes en diffamation. Mais la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet-là, en disant que une condamnation d'une lanceuse d'alerte, de quelqu'un qui avait dénoncé des faits de harcèlement, c'était disproportionné et ça portait atteinte à son droit à parler. C'était trop dissuasif. Alors, sur le harcèlement, je comprends. Il y a des cas comme celui de Yasmine où cette femme fait des travails jusqu'à point d'heure, etc. Là, on peut quand même qualifier et avoir la preuve que cette personne travaille jusqu'à point d'heure, les jours fériés, etc. Bien sûr, on prend les plannings. Et puis, devant la justice civile, la charge de la preuve est beaucoup moins lourde qu'au pénal.
Ah oui. C'est pour ça qu'il vaut mieux souvent faire le civil avant le pénal. Parce qu'il nous faut un commencement de preuve du harcèlement. Et c'est ensuite à l'entreprise de prouver qu'il n'y a pas eu de harcèlement. D'accord. Donc la charge de la preuve est un peu allégée par rapport au pénal. Et il n'y a pas nécessairement besoin de prouver l'élément intentionnel. C'est-à-dire que le harcèlement peut être systémique en entreprise et ne pas être intentionnel. Une entreprise qui fait travailler énormément ses salariés, qui leur donne des objectifs de facturation, etc., on n'a pas besoin de prouver qu'elle avait la volonté de casser ses salariés. Et rebondissent vos clientes, même après une transaction et après un petit chèque? Oui, alors quasiment toutes. Je dis toujours qu'il n'y a que des happy end au cabinet. Ouais. Et souvent, et c'est pour ça que mon métier est incroyable, c'est que je suis aux premières loges de leur capacité de résilience. Je les vois se réinventer. Alors certaines deviennent complètement autre chose. J'ai des céramistes. Ah oui, elles changent de métier complètement. Elles changent de métier. C'est l'occasion en fait, l'occasion de repenser son rapport au travail. Certaines retrouvent du travail dans leur secteur, évidemment, mais parfois elles choisissent, justement grâce à ce chèque, de se réinventer et de se construire la carrière de leurs rêves. Comment on fait pour leur apprendre à se protéger elles-mêmes? C'est-à-dire que, en gros, les cas de harcèlement, ça commence toujours par des petites phrases. Et il faudrait en fait casser tout de suite le rapport avec la personne. Et est-ce qu'on leur apprend ça en fait? Non, personne ne le sait. Et moi, j'ai beaucoup de clientes et de clients DRH qui sont aussi démunis, alors qu'ils sont DRH, c'est quand même leur métier. Ouais. Mais sur la construction de dossiers, c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout quand on est vraiment dedans et qu'on n'a pas de recul. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un premier livre, qui est un manuel contre le harcèlement. Voilà, justement, pour donner tous ces trucs et astuces aux salariés. C'est comme une trousse de secours pour qu'ils puissent constituer des preuves. Mais la grosse règle, c'est de susciter les cris et d'enregistrer. Et de sauvegarder les choses, parce que j'ai pas mal de clientes ou clients qui dénoncent des faits de harcèlement à l'oral au RH en pensant que le RH a tort et leur ami. Sauf que le RH, il est là pour défendre l'entreprise, pour appliquer la politique sociale de la boîte. Donc, l'idée, c'est OK, aller voir le RH, mais avoir un mail déjà tout prêt, direct après la sortie, pour éviter de se faire convoquer directement après cet entretien oral à un entretien préalable de licenciement. Dernière question, réponse rapide. Depuis MeToo, quand même, est-ce que vous êtes un peu plus optimiste? Alors, je suis une grande optimiste, sinon je pense que je ne ferais pas ce métier. Oui, je suis optimiste parce que la libération de la parole des femmes est essentielle, et que si les femmes se sentent moins seules et qu'on sensibilise l'opinion publique sur ces sujets-là, on va peut-être finir par avoir, qui sait, des lois et des entreprises qui vont vraiment s'intéresser à ces questions-là. Merci beaucoup, Élise Fabing, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.